important, directeur de la programmation culturelle à l'Institut français de Barcelone, chargé des relations extérieures de l'AFA, actuellement conseiller du président de la Réunion des musées nationaux au Grand Palais, auteur, réalisateur de documentaires, commissaire d'exposition. À quoi carburez-vous, Jérôme Neutre? J'ai, depuis mon adolescence, toujours voulu vivre dans l'art, avec les artistes, près des événements artistiques. Au fond, j'ai essayé de construire une carrière de façon à préserver ce qui était pour moi le plus important dans la vie, c'est-à-dire pouvoir passer le plus gros de ma journée à voir des expositions d'art, visiter des musées, voir des spectacles, voir des concerts. Bref, avoir une vie dans l'art. Quel regard vous portez sur l'étudiant que vous étiez à Paris 7, maintenant que vous avez parcouru du chemin? Après des études plutôt classiques, littéraires, de philosophie, d'histoire, j'ai fait mon doctorat à l'université Paris 7 où Julia Kristeva avait fondé une école doctorale pluridisciplinaire et où je me retrouvais très heureux parce qu'il y avait à la fois l'enseignement artistique, l'enseignement philosophique, l'enseignement littéraire, le cinéma, et cette pluridisciplinarité permettait pour moi de développer jusqu'au doctorat mes différents tropismes, puisque j'avais à la fois étudié le cinéma, et je l'ai pratiqué en faisant une quinzaine de films documentaires notamment, mais j'avais aussi l'attachement à la philosophie et à la littérature, et donc j'ai retrouvé dans cette pluridisciplinarité, que d'ailleurs je considère comme assez visionnaire par rapport au monde de la création et de la recherche aujourd'hui, eh bien, j'ai trouvé un peu un vivier, un foyer où m'épanouir. Parlez-nous justement de cet attachement à la diffusion de la culture. Qu'est-ce qui est important pour vous? Les nouvelles générations, par exemple, les aider dans cette démarche? Je suis devenu un professionnel de l'art et de la culture parce que j'étais d'abord un grand consommateur, un boulimique d'art et de culture. Quand j'étais adolescent, mon premier job à 16 ans, dès que j'ai pu travailler, c'était de faire la caisse de salle de cinéma pour ne pas avoir à payer le cinéma. Je voyais jusqu'à 25 films par semaine et je n'avais pas l'argent de poche nécessaire. J'ai de même écrit des critiques et de films et de spectacles et d'art de façon, en fait, à pouvoir financer d'abord mes voyages à la rencontre de ces expositions et de ces spectacles. J'ai fait comme ça pendant mes études le tour du monde en faisant en fait des critiques d'art. Ça m'a aussi construit un savoir, une connaissance, un réseau aussi artistique que je crois j'aurais pas pu acquérir de la même façon dans les seules allées d'une bibliothèque. Je crois beaucoup au savoir empirique, je crois beaucoup à la connaissance qu'apporte l'expérience et qui, notamment dans le domaine de l'histoire de l'art ou de la... Je ne suis pas historien d'art, je suis producteur d'art en fait. Être commissaire d'exposition, c'est produire des manifestations artistiques. Je pense que ce métier, il s'apprend de façon très empirique, il s'apprend dans les ateliers d'artistes, il s'apprend dans les expositions, il s'apprend voilà, dans les spectacles si on travaille avec le spectacle vivant. Je voulais revoir votre poste au Grand Palais. Est-ce que c'est justement ce que vous essayez de maintenir, ce cap que vous venez de nous décrire? Parlez-moi un peu de ce poste au Grand Palais. Lorsque Jean-Paul Cluzel a été nommé président de la Réunion des musées nationaux et président du Grand Palais, et que suite à une proposition du gouvernement d'alors, il a fusionné ces deux grandes institutions, il m'a tout de suite fait l'honneur d'ailleurs et l'amitié de m'appeler pour le seconder, parce que, comme il disait, il avait besoin d'une boîte à idées et d'un poisson pilote dans les milieux de l'art et de la culture. Or, moi, je venais de passer 13 ans à travailler à l'étranger,
d'abord pour représenter la culture française et faire de l'action culturelle française, mais aussi pour défricher des nouveaux territoires et créer des échanges avec la France. C'est comme ça que j'ai vécu 4 ans en Inde, où j'ai beaucoup travaillé sur la scène artistique indienne, j'y reste beaucoup attaché. J'étais confirmé par la ministre Aurélie Filippetti, administrateur du musée Guimet, où j'avais été nommé par Frédéric Mitterrand, en plus de mes fonctions au Grand Palais. Et après 4 ans en Inde, j'ai passé 4 ans aux États-Unis, dans un poste fédéral. J'étais en résidence, je vivais à New York, mais je couvrais 9 millions de kilomètres carrés des États-Unis, de San Francisco à Boston, pour essayer de créer des échanges culturels, et monter beaucoup d'expositions, organiser des résidences d'artistes, etc. Donc, en travaillant aussi en Espagne, en travaillant donc en Europe, aux États-Unis, en Asie, j'ai tissé un réseau artistique assez large, et j'ai aussi acquis une conviction, c'est que la scène muséale française, non pas qu'elle avait sous-estimé, mais avait sous-représenté les artistes étrangers, et notamment les artistes, curieusement, américains. Et donc, lorsque je suis arrivé au Grand Palais, j'ai proposé dans la programmation des Galeries nationales plusieurs expositions américaines. Et aujourd'hui, s'il y a la première rétrospective de Bill Viola qui triomphe, ou la première rétrospective de Robert Mapplethorpe, c'est un peu le fruit de cet acquis à l'étranger. Donc, aujourd'hui, au Grand Palais, j'essaye de servir cette institution en apportant un peu toutes les expériences que j'ai acquises en bourlinguant dans les mondes artistiques de New Delhi à New York. Et nous proposons aussi en retour des expositions à d'autres pays, parce que la Réunion des musées nationaux est un des plus gros producteurs d'expositions au monde, un savoir-faire internationalement reconnu. Et aujourd'hui, par exemple, nous faisons des expositions au Kazakhstan, en Chine, et je crois que c'est un levier de développement pour l'institution très précieux, et une possibilité comme ça de travail à l'avenir bienvenue pour les budgets de nos institutions. Parlez-nous justement des expressions futures. Quels sont les projets sur le court terme du Grand Palais? Une des idées que j'avais suggérées à Jean-Paul Cluzel, le président de la RMN Grand Palais, c'était d'ouvrir la programmation de la RMN et des Galeries nationales du Grand Palais à tous les médiums de la création. Comme un bon élève, un peu, j'avais regardé le programme de 50 ans d'exposition au Grand Palais. J'avais été assez surpris de voir que finalement, le Grand Palais avait reflété, tout au long de ces 5 décennies, une acception assez réduite du terme beaux-arts. C'était peinture, sculpture, art religieux. J'ai proposé à Jean-Paul Cluzel d'institutionnaliser la photographie dans la programmation des Galeries nationales. Ça paraît une tarte à la crème, notre public l'attendait, mais force est de constater que jusqu'à l'exposition Helmut Newton en 2012, dont j'étais commissaire, et qui tourne d'ailleurs dans différents pays du monde, qui continue de tourner, il y avait eu que très rarement, et pas organisé par la RMN, de la photographie au Grand Palais, et plutôt dans des expositions de groupe. Nous avons donc décidé de faire une monographie par an de photographes, et on a commencé d'ailleurs par les différents genres de la photographie, la photographie de mode, mais transcendée Helmut Newton, la photographie de journalisme, mais transcendée avec Raymond Depardon, le photographe artiste plasticien qui est Robert Mapplethorpe. L'année prochaine, on aura Sédou Keïta, grand portraitiste et sans doute un des plus grands artistes africains. Et de la même manière, avec Bill Viola, on a l'entrée de l'art vidéo dans les Galeries nationales du Grand Palais. Avec l'exposition Dynamo, dont Serge Lemoine était commissaire, qui retraçait un siècle de création cinétique et optique, on avait les installations.
Et ça encore, c'était un médium très pertinent pour les artistes aujourd'hui et pour le milieu de l'art contemporain, mais qui était absent de l'histoire des galeries nationales. J'avais même proposé à Jean-Paul Cluzel de commencer par le plus difficile à accepter comme petite réforme, qui était la première exposition muséographique sur l'histoire des jeux vidéo. Game Story, fin 2010, début 2011, a été un succès incroyable, la couverture de Libération avec un jeu de mots, comme ils sont habitués, très, très bon, qui était plein feu au Grand Palais. Non, pardon. Nous avions eu même la couverture de Libération avec un jeu de mots dont ils sont coutumiers, mais très réussi, qui était plein jeu au Grand Palais. Bon. Et cette exposition avait été vraiment, que j'ai produite, avait été réalisée par 2 commissaires, conservateurs du patrimoine, mais j'avais trouvé le seul conservateur d'ailleurs qui avait fait sa thèse sur les jeux vidéo, et je leur avais demandé de raconter l'histoire du jeu vidéo en 80 chefs-d'œuvre. Et c'était pour montrer que ce médium, qui avait 40 ans, avait été aussi la source de vraies trouvailles créatives, de vraies inventions, et que surtout l'art n'était pas défini par son médium, qu'il fallait cesser de se focaliser uniquement sur des médiums très classiques. Et grâce à cela, ça a créé un peu une nouvelle vision sur le jeu vidéo, et le MoMA à New York, par exemple, a décidé d'acquérir 25 jeux vidéo dans ses collections permanentes. Donc ça, j'étais assez fier, j'avais été interviewé par la télé américaine et tout, enfin, ça a été un retentissement assez mondial. Et de même, grâce à cette ouverture à tous les médiums, mais en gardant l'identité du Grand Palais, qui est de présenter au grand public les grands classiques de chaque médium. C'est-à-dire que c'était les 80 jeux vidéo, les chefs-d'œuvre. C'était, pour l'art vidéo, c'est Bill Viola. Pour la photographie, ce sont des monstres sacrés de la photographie. On reste dans un peu ce fondement du Grand Palais, qui est de présenter le meilleur de l'art à un grand public. Et précisément, parlons-en, ce public, au fil de ces 5 dernières années, il a changé. Il était choquant pour un espace public, pour un espace de la République française, d'être dédié à une clientèle très homogène, assez âgée, de catégories socio-professionnelles très aisées, de beaux quartiers de Paris. Et c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent aujourd'hui au Grand Palais, qu'il y a des professions créatrices, des professions artistiques qui venaient plus au Grand Palais, qui reviennent. Et ça, c'est ce dont je suis, je crois, le plus fier, et dont les équipes, parce que tout ça c'est un travail collectif, sont le plus fiers. Et également, parlez-nous de quand vous êtes commissaire d'exposition, j'ai pu comprendre que certains artistes contemporains venaient vous demander certaines fois aussi d'être commissaire de leur exposition. Donc expliquez-nous un peu ce rapport que vous avez aux artistes dans ce statut. En fait, je suis devenu commissaire d'exposition à la demande d'artistes. Lorsque je dirigeais un peu la programmation de l'Institut français de Barcelone, qui était un centre culturel très important à Barcelone, compte tenu de l'histoire pendant le franquisme, c'était un peu la fenêtre ouverte sur le monde. Et donc il y avait une très belle galerie, un auditorium de 500 places, une grande collection, une immense librairie, etc. Et des artistes m'ont demandé, peut-être parce qu'ils étaient séduits, sans doute un peu par mon énergie, mais aussi par un savoir et un regard plus original et peut-être plus artistique d'une certaine façon qu'académique, et bien d'être le commissaire de leurs expositions. Et donc depuis 1996, j'ai fait régulièrement des expositions, beaucoup de textes pour des catalogues d'artistes. Ça va d'artistes. La première exposition à laquelle j'ai travaillé, c'était un artiste qui à l'époque était jeune, très jeune, qui s'appelait Philippe Appelois, qui est un grand graphiste, qui a eu une monographie il n'y a pas longtemps au musée des Arts Déco à Paris. Ça m'a fait très plaisir de voir comme ça, 20 ans plus tard,
cet artiste reconnu très légitimement dans une grande institution internationale. J'ai travaillé avec des artistes beaucoup plus confirmés. André Putman m'avait proposé d'organiser la première rétrospective de tout son travail. Bill Viola m'a demandé il y a déjà plusieurs années de réfléchir à une rétrospective qu'on présente ce printemps 2014 dans les Galeries nationales du Grand Palais. Et c'est pour moi vraiment une façon de combiner un peu mes désirs artistiques de toujours de mise en scène que j'avais en étudiant le cinéma et en pratiquant, et le contact et la production avec les artistes qui est ce que je préfère. Parce que je crois que être commissaire d'exposition, c'est raconter une histoire aussi. C'est pas seulement passer un PowerPoint dans une salle de classe pour raconter la peinture d'un tel ou la vidéo d'une telle. C'est créer comme une vaste installation. C'est créer en fait les conditions de la rencontre d'un public avec une œuvre, avec un thème, avec quelqu'un. Et ça, c'est un mode opératoire qui a plus à faire, pour moi, avec le théâtre ou avec le cinéma qu'avec l'université. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas en voyant une exposition qui soit mise en scène. Au contraire, comme on peut d'ailleurs apprendre beaucoup en allant au théâtre ou en lisant un livre ou en allant au cinéma. Mais je crois que la rencontre artistique doit avoir aussi quelque chose de très participatif. Elle doit être une expérience. Elle ne doit pas être une leçon d'école. Il ne faut pas prémâcher cette rencontre. Et souvent, je trouve que les expositions sont faites un peu comme les cours de littérature au collège. C'est-à-dire, il y a des explications de texte. On prend un extrait de Madame Bovary de Flaubert, et puis on vous explique ce qu'il faut comprendre et quand est né Flaubert, et avec qui il couchait, et avec qui il correspondait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire Madame Bovary dans mon lit, sans arrêter pendant plusieurs jours. Je crois que c'est ça la grande jouissance de la lecture. Et bien, c'est la même chose pour l'art. J'ai ressenti des choses assez incroyables en ayant la chance de découvrir des œuvres dans des ateliers d'artistes, notamment quand je vivais en Inde, où j'avais vraiment pour mission d'essayer de défricher la scène artistique indienne, vraiment de Calcutta à Madras. Je suis allé partout en Inde et j'ai eu de grandes émotions artistiques. C'est ce que j'essaye de transcrire, de traduire, de raconter, parce que je crois qu'il y a au centre de l'expérience artistique non pas seulement un savoir, mais une émotion. Et on oublie trop souvent ça. On fait trop souvent de la visite au musée une visite scolaire. Ça ne veut pas dire que je n'encourage pas les écoles à aller au musée, mais on oublie la dimension du plaisir dans l'art. Il y a Roland Barthes qui avait écrit ce livre magnifique qui s'appelle « Le plaisir du texte ». Eh bien, il faut penser au plaisir de l'art aussi. Est-ce qu'on peut attendre une prochaine réalisation de votre part dans un avenir plus ou moins proche? Est-ce que vous allez reprendre la caméra? Je n'ai vraiment jamais cessé de m'intéresser à la vidéo au cinéma. Et en fait, pour tout dire, il y a un an, j'ai fait un petit court-métrage comme ça, pour garder la main avec la même maison de production, le même monteur, autour d'un artiste que j'aime beaucoup, Brancusi, puisque j'avais fait un livre consacré à cet artiste aux éditions Assouline, à New York. Et comme il y avait un teaser et un court-métrage qui devait être fait, je l'ai fait moi-même. Donc évidemment, c'est un peu comme la gymnastique qu'il faut de temps en temps pratiquer. Malheureusement, j'ai très peu de temps parce que tous mes projets d'exposition au Grand Palais, mais aussi à la Fondation Pierre Berger Saint-Laurent, m'occupent beaucoup, et tous les livres aussi que j'ai en cours. Mais évidemment, je n'exclus pas ça, et comme je vous dis, régulièrement, au fil du temps, par exemple, quand j'étais à
l'Association française d'action artistique, à un moment, il y avait la mission 2000 en France et il fallait, on nous avait offert des espaces publicitaires, TF1, France 2, mais il fallait la publicité. On s'apercevait qu'une publicité, ça coûtait très cher à réaliser. Je l'ai réalisé Esqualité. J'étais assez content d'ailleurs de voir que, bon, finalement, bon an, mal an, ça passait très bien. Et évidemment, c'est des savoirs qu'on garde et après qu'on développe selon les aléas de la vie. Parfait, merci beaucoup.